Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On est avec Koussoum Le Libou. Elle a amené son menu, donc hamburger, frites. C'est dans Cosmo Réunionnais. Apparemment, c'est pas aussi appétissant que ça. Bonsoir Koussoum. Bonsoir Jesmé, non. Non. Bonsoir Vanessa Palma. Médecin et on parle de diététique. C'est pour ça que vous avez laissé votre plateau dehors pour pas qu'on critique que ce que je mange. Ce que vous mangez, d'accord. Voilà. Donc, vous vous souvenez, hein, Vanessa était venue pour nous parler du serment d'Hippocrate, hein, en créole, avec Gilles Fontaine, c'est ça. Et puis, donc là, elle nous revient parce qu'on n'avait pas eu le temps d'aborder. On était tombé sur un os. Voilà, exactement. Et on a voulu voilà. Reprendre. Et c'était à l'époque où KFC venait de s'installer, ou n'avait pas encore fait son ouverture à la rivière des Galets. Donc, elle est venue nous parler de... Voilà. Alors, la question, on va critiquer aucune enseigne, aucune marque, chacun mange ce qu'il veut. On va essayer de voir dans la nourriture de telle ou telle catégorie qu'est-ce qu'il y a de bon et qu'est-ce qu'il y a de moins bon pour le corps humain. Mais en fait, le problème des fast-food en général, c'est que là, ils sont quand même, ils sont arrivés, ils se situent dans des zones où, autour, on a quand même une population. Alors, d'abord, on va pas aller sur ce terrain-là parce que c'est décidé, c'est là. Il est clair que Koussoum a raison. On ne comprend pas. Oui, on ne comprend pas comment des politiques autorisent des fast-food à s'installer à côté des écoles. C'est primaire surtout. Des écoles, des endroits sociaux importants aussi, quand même. Voilà. Et ça, bon, ça me questionne. Voilà, ça me questionne en tant que maman, en tant que femme, ça me questionne sur ces choix-là. Voilà, ça me questionne. Bon, sinon on va enchaîner. Le médecin a quelque chose à dire là-dessus ou pas? Sur la pression calorique actuellement à La Réunion? Sur le fait que les fast-food poussent un petit peu comme des champignons à La Réunion. Ah ben bien sûr, parce qu'on est probablement, il faudra le vérifier, mais un des endroits de France, Hexagone inclus, où la proportion de fast-food est la plus importante au kilomètre carré. Et en parallèle, on est un département, une région où le taux d'obésité et de surpoids-obésité aux alentours de 40% pour les adultes, et les enfants, on n'a pas de données récentes, cependant c'est extrêmement important. De manière tout à fait empirique au cabinet médical, je dois avoir aux alentours de 50% des enfants en surpoids ou obésité. Alors là-dessus, il n'y a pas à s'étonner. Depuis une quinzaine, vingtaine d'années, entre le smartphone et l'immobilité des jeunes et la malbouffe qui gagne du terrain, c'est une addition qui se fait sans problème. Tout à fait, mais attention à ne pas non plus culpabiliser trop les gens. Certes, les personnes, les adultes, les enfants ont une part de responsabilité, c'est vrai. Mais ceux qui ont la plus grande part de responsabilité, ce sont les choix politiques, ce sont les choix des restaurateurs, ce sont les choix des commerçants, c'est les choix de politique de la ville aussi. Hein. Parce qu'il est très difficile de faire de l'activité physique quand en bas de chez soi, il n'y a pas de parc, il n'y a pas d'éclairage particulier, il y a une insécurité. Ça n'encourage pas les mamans et les enfants en bas âge d'aller faire d'activité physique, et ensuite les enfants un peu plus grands. C'est compliqué. C'est aussi malsain de culpabiliser des familles quand on ne leur offre à proximité de leur lieu de vie que des fast-foods, et pas de primeurs, et pas de restaurateurs, et pas de restaurateurs vrais, hein, au sens qui font vraiment à manger avec des produits locaux. Hein. Donc quand on n'offre pas cette possibilité-là, on se dit, bah oui, c'est que eux qui sont responsables de leur état. Ce n'est pas vrai. Oui. Mais on dit aussi que ça coûte cher. Ça coûte cher de manger bio, de manger beaucoup plus équilibré. C'est aussi les on-dit. Bien sûr, il y a du vrai dedans. Bien sûr que ça coûte plus cher de manger bio. Alors peut-être dans ce cas-là,
il faudrait voir au niveau politique pour, pourquoi pas une TVA différentielle, c'est-à-dire que pour les produits labellisés, quel que soit le label, que pour les produits bio, pour les produits qui répondent à des critères de qualité, pourquoi pas avoir une TVA plus basse? Pourquoi pas subventionner plus l'agriculture dite biologique au lieu de l'agriculture conventionnelle? Ah oui. Donc tout ça, c'est un choix politique. C'est un choix. Alors, pour revenir donc aux médecins, vous recevez dans votre cabinet quelqu'un en surpoids, un enfant ou un adulte en surpoids. Vous commencez comment vous abordez la question parce que c'est toujours délicat de dire à quelqu'un qu'il est gros, qu'il est... Alors, on ne dit pas ça, déjà. Et derrière, le fait d'être en surpoids ou le fait d'être en obésité... est souvent la conséquence d'une histoire lourde. Donc on essaie déjà de comprendre l'histoire. On crée l'environnement adéquat pour que l'histoire puisse être dite et on laisse parler. Puisqu'il y a souvent des contextes de violence, de traumatisme pour les enfants par rapport à des parents violents ou des parents absents ou des difficultés à l'école, du harcèlement aussi. Et pour les parents, pareil aussi. C'est souvent une histoire de violence, de traumatisme. Est-ce que vous y allez dans le transgénérationnel? Oui, ça nous arrive. Là, ça m'arrive. Et donc, je vais juste faire une précision. Quand je dis le transgénérationnel, c'est aussi l'héritage des parents, des grands-parents, des souffrances d'avant, qui se transmet de génération en génération. Et parfois, l'enfant est l'héritier de ça, et ça complique aussi son schéma de... Tout à fait. Tout à fait. Les histoires des enfants, ce sont des histoires où il y a énormément... des adultes, où il y a beaucoup de traumatisme, beaucoup d'alcoolisation dans la famille. Et moi, je suis dans le quartier de Moulins-Joly, où il y a une problématique de violence et d'addiction extrêmement importante. Ah oui, et alors, cette histoire d'affection qui peut entraîner des changements ou des chamboulements alimentaires, ça se traduit comment? C'est-à-dire que émotionnellement, on a besoin d'avoir un package émotionnel. C'est-à-dire que c'est un peu... Moi, je reprends l'image de la tasse des émotions, où cette tasse... On essaie de faire en sorte qu'elle soit remplie d'émotions positives, où on a des petits moments de bonheur, qui peut être une lecture avec le parent, qui peut être une promenade, qui peut être un bisou, un câlin, qui peut être... Des petits moments de bonheur. Des petits moments de bonheur. Et il y a des enfants qui n'ont pas ça, leur tasse est vide. Donc ils la remplissent comment? Ils la remplissent avec l'alimentation, qui va apporter un espèce de petit boost de réconfort. D'accord. Qui n'a pas duré, mais c'est ce qu'on appelle la compensation? Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Et ils vont compenser donc plus dans le sucré, plus dans la malbouffe. Tout ce qui va être rapide. C'est un paradoxe, mais lorsque vous prenez un peu de manger un gâteau à la crème sucrée, il y a une douceur il y a une émotion à ce niveau-là qui est douce, qui fait du bien. Et c'est pour ça que certains trouvent dans la nourriture cette compensation. Ce réconfort, tout à fait. Mais c'est un réconfort qui ne va pas durer. Ça va être le temps où on le mange. Oui, et c'est pour ça qu'ils vont multiplier ces moments. Exactement, en quantité et en fréquence. Tout à fait. Ah oui, d'accord. Tout à fait. Comme une addiction. Et ça, dès le plus petit âge, ou bien ça arrive à un moment de la vie quand on est face à tout moment. C'est à tout moment. À tout moment, puisque à la Réunion, il y a souvent l'alimentation récompense. Ah, tu es gentil, tu as bien fait quelque chose, et ben vas-y, prends un gâteau. Ou prends un petit peu plus. Oui, on incite. Mais ça, c'est un héritage de la vie d'avant. Où donner à manger à quelqu'un, c'était de le récompenser. Et je remonte pas à l'esclavage, parce que ce serait aller trop loin, mais dans les années 60-70, donner un bonbon, donner un bout de pain à quelqu'un, c'était vraiment une grosse récompense. Parce qu'il n'y en avait pas. C'est toujours le cas. Donner une récompense alimentaire, ça existe toujours. Prends un petit peu de gâteau, ou prends un verre de coca, ou on va chez le hamburger d'à côté. Oh.
C'est pas moi qui le dis. Non, c'est aussi. Mais la en effet, comme il y a quelque chose qui s'est bien déroulé, ou en récompense pour l'enfant, ou pour éviter de faire autre chose, parce que c'est facile. C'est facile de récompenser avec un soda ou avec de la malbouffe. C'est par contre plus compliqué de mettre en place des activités avec ses enfants. Ça demande plus d'investissement, de temps, de possibilités. Alors, donc, ça veut dire qu'il est possible quand même encore d'inverser la situation. Il est possible de revenir sur cette obésité. Tout à fait. Tout à fait. Mais par contre, ça demande énormément d'efforts. Bien sûr, ça demande des efforts individuels, des efforts familiaux, mais ça demande aussi des efforts institutionnels. On a des programmes, le projet de santé de la Réunion, le PRS, le PRSE, projet de santé de la Réunion et environnement, qui ont priorisé l'alimentation, la nutrition. Donc ça serait bien que les axes qui ont été développés dans ces projets de santé soient peut-être plus développés et voient aussi le jour, parce qu'il y a beaucoup de belles choses qui ont été créées à l'intérieur. Ça c'est porté par la région, par les médecins, par le personnel de santé. Par un peu tout le monde, par l'ARS, dans le programme santé-environnement aussi, par la chambre de commerce, par tout le monde. Par tout le monde. Donc il y a eu des réunions multipartites pour voir ce qui était possible de faire. Donc on travaille beaucoup d'un point de vue médical, d'un point de vue médico-social. Après, c'est très difficile de s'élever contre les mastodontes de la malbouffe qui font des publicités à outrance partout, que ce soit à la radio, à la télé, dans les journaux, dans les magazines, au cinéma, sur les stades de foot, c'est partout. Comment aller contre un mastodonte qui a même acheté le Père Noël, qui l'a peint en rouge? Exactement. Donc après, comment aller contre, peut-être avec du courage politique. Aux États-Unis, on a limité l'installation des fast-foods. Et pourtant, ils sont libéraux aux États-Unis. Pourquoi ne pas faire la même chose à La Réunion avec un moratoire sur les nouveaux fast-foods? Parce que ça coûte plus cher de faire maigrir ceux qui ont profité de la malbouffe que ce que ça va rapporter à l'État, les fast-foods. Attention, les patients en obésité coûtent 2 fois plus cher à la sécurité sociale par an qu'un patient qui n'est pas en obésité. L'obésité conduit à des arrêts de travail, à des douleurs chroniques, à des incapacités, à du diabète. On est sur le podium au niveau diabète. Ouais. À des infarctus, à des AVC, et puis à des souffrances psychologiques. Oui, tout à fait. Terrible. Donc, dans la balance, je ne suis pas sûre. Et toutes les maladies que déclenche également l'obésité. Tout à fait. Donc, c'est bien aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on commence à poser la question, y compris en France, à savoir comment éviter que les jeunes se retrouvent dans cet état d'obésité. Parce que ça commence à coûter cher à la sécurité sociale. Et dans le projet de santé environnement, un des objectifs était de limiter la croissance de l'obésité à La Réunion. L'objectif n'est même pas de stabiliser ou de diminuer à 10 ans. Ouais. C'est de limiter la croissance. C'est terrible. Ah oui, parce que les mots pèsent beaucoup. Hein. Limiter et une croissance. Oui, c'est... Donc on sait que ça va continuer à croître, mais encore faut-il se donner les moyens. Et les moyens au niveau médical, au niveau médico-social, il y en a eu beaucoup. Il y a, d'un point de vue pédiatrique, le réseau pédiatrique et l'association Réunir qui travaillent beaucoup sur tout ce qui est surpoids, obésité infantile. Il y a des maisons de santé qui sont spécialisées dans la prise en charge de l'obésité infantile. Au niveau adulte, on a un super CSO, centre spécialisé dans l'obésité. On a beaucoup d'un point de vue médical et d'un point de vue médico-social. Mais on nous demande à nous, monde médical, monde médico-social, de faire en sorte que ça se passe mieux alors qu'on est en train de se battre contre des enseignes de fast-food, contre une injonction à boire du sucré, à manger du sucré, du salé, du gras, tout le temps. De toute façon, les enseignes sont très forts, très puissants. Ne serait-ce que les sodas, c'est addictif. Oui. Ouais, il y a tellement de sucre dedans que la personne qui commence à le boire, après, Tout à fait. Mais on a en plus des leviers. Le Nutri-Score n'a pas été rendu obligatoire. Pourquoi ? On devrait avoir un Nutri-Score sur chaque aliment. Le Nutri-Score, c'est de A, B, C, D, E. Ouais. Oui. Il n'est pas obligatoire. Ce n'est pas normal.
Après, on devrait peut-être aussi mettre des labels et peut-être labelliser les restaurants, les restaurateurs pour que les gens aient le choix. Les gens, des fois, ne savent plus. Ils ne savent plus. Il y a trop de choix, trop de propositions. Ils ne sont pas tous nutritionnistes, ils ne sont pas tous diététiciens. C'est pas possible. Donc, on peut faciliter des choses. Donc, pourquoi pas labelliser aussi les restaurants et pourquoi pas aider financièrement les restaurants, les producteurs, les structures qui ont une démarche vertueuse. On peut très bien écrire et rédiger un cahier des charges. Alors, je vais revenir... Juste une question. Qui doit rédiger ce cahier des charges? Alors, à mon sens, la rédaction de ce cahier des charges doit être multipartite. D'un point de vue... il devrait y avoir du médical, du médico-social, des représentants des usagers, des représentants d'associations, des institutions comme l'ARS par exemple, et pourquoi pas la Chambre des commerces aussi, et pourquoi pas la Chambre d'agriculture. Et puis pourquoi pas privilégier une alimentation locale, puisque l'alimentation locale est parfaite quand elle est bien équilibrée. L'alimentation réunionnaise est équilibrée. Oui, on me l'a fait croire le contraire dans les années 80. Oui, donc mieux vaut aller chercher une barquette que autre chose. Alors après, ça dépend de la quantité qu'il y a dans la barquette et comment la barquette est réalisée. D'où la nécessité peut-être de labelliser les restaurateurs, les aider, les accompagner à rendre ces barquettes plus saines, moins grasses, moins de riz en quantité, peut-être moins de viande, plus de légumes. Oui. On peut tout à fait faire ça. Par contre, quand c'est une barquette, il peut avoir plus de viande, hein, pas plus de légumes. Ah, ça n'existe pas, les barquettes, il y a plus de riz que de viande. Hein. Oui, ça c'est pour l'instant. Je suis d'accord, tout à fait. Alors moi, je reviens sur les institutions. Est-ce qu'il existe des institutions ici à La Réunion qui prennent en charge quand on est en surpoids ou en obésité, où on y va pour être totalement prise en charge, ou ce sont que des prises en charge ponctuelles comme ça et on revient chez son généraliste de temps en temps pour... Il y a plusieurs possibilités. Il y a plusieurs possibilités parce qu'il y a plusieurs causes d'obésité. Ah, oui. Quand il s'agit d'un trouble du comportement alimentaire, il faut qu'on s'occupe du comportement. Donc la prise en charge est plutôt psychologique. Parce qu'une fois qu'on n'a plus les compulsions alimentaires, en général ça va mieux. Après on a des spécialistes qui s'appellent les diététiciennes et tout le monde les oublie. Alors on voit des publicités partout pour X personnes qui, pour la perte de poids de manière fabuleuse, très vite, en quantité extraordinaire. Attention. Vous livrez les repas à la maison, je ne sais pas. Mon Dieu, attention. On a des diététiciens et des diététiciennes à la Réunion qui peuvent accompagner, dont c'est le métier, ce sont des spécialistes de ça. Il y a des médecins nutritionnistes aussi. Après, bien sûr, il y a des structures comme la clinique Oméga, par exemple, au port, comme le CSO localisé dans le sud. Bien sûr, mais il y a de tout. D'accord. Donc il y a plusieurs possibilités. Donc quand on ne sait pas, en général, on demande au médecin traitant ce qu'il en est, ou bien on appelle une diététicienne. Mais c'est ça le plus simple. Cependant, les gens, ils veulent des résultats rapides et spectaculaires. Oui, alors juste pour revenir là-dessus, lorsqu'on veut absolument maigrir de 10 kilos en 10 jours, c'est... Faut attraper la dingue. Moi j'allais dire le coronavirus, mais bon. c'est vous le médecin. Non, oui, et c'est vrai que les gens veulent maigrir rapidement, mais sans rien changer dans leurs habitudes. C'est quand même psychologiquement, là, il faut se faire aussi aider, à mon sens. Hein. Bien sûr. Parce que la question entre la diététique et maigrir, il y a une différence. Ben oui, évidemment. Et ça, l'individu ne le conçoit pas, je pense, à juste titre. On est habitué à zapper très rapidement, à avoir tout ce qu'on veut très rapidement. Et donc, on aimerait, par un coup de baguette magique, obtenir des résultats extrêmement rapides. Or, c'est un processus qui est long. En général, quand je reçois les patients, je leur précise qu'on est parti pour 1 à 3 ans de suivi, en général, voire plus pour certains. Ouais. Donc ceux qui veulent des résultats très rapides, très vite, ça n'a jamais duré très longtemps avec un effet yo-yo extrêmement délétère. Parce que par rapport à ce que dit Koulsoum Le Libou, la question c'est quelle est la capacité de l'individu à intégrer qu'il doit changer sa façon de vivre et de manger surtout. Il faut déjà qu'ils en prennent conscience. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne le savent pas, qui ne savent pas que ce qu'ils font
est délétère, qu'ils ne comprennent pas, ou alors qu'ils l'imputent à tout à fait autre chose. Ils vont dire, oui, je mange trop de riz, trop de curry à midi, sans se rendre compte que c'est en réalité plutôt le grignotage, plutôt la consommation d'alcool le week-end qui va concourir à ce surpoids ou cette obésité. Donc on est là, et c'est notre rôle de professionnel, pour définir et faire un diagnostic. Qu'est-ce qui est responsable de quoi? Et ensuite amener le patient, l'accompagner pour qu'il se rende compte des difficultés et que de lui-même il change son comportement. Alors, on verra ça la prochaine fois avec bon vous, parce d'accord. qu'on vient de dépasser le temps qui nous est imparti pour cet échange. Non, c'est tout à fait intéressant, mais je voudrais qu'on prenne le temps de montrer que c'est possible, mais que ça engage d'abord l'individu, son engagement qui va vraiment apporter quelque chose. Parce que s'il ne fait pas d'efforts, il ne veut pas bouger, il ne veut pas changer, c'est pas le diététicien qui va le faire. Et les politiques. Attention, il n'y a pas que l'individu. Alors, on abordera ces deux points la prochaine fois. Merci à Vanessa Palma, donc médecin, et merci à Koulsoum Lulibou donc pour cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François.